Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir un entrepreneur qui est inspirant, Mehdi Alaoui. Mehdi Alaoui est fondateur de la Startup Factory, qui est une plateforme, qui est la première d'ailleurs plateforme africaine d'accompagnement de l'innovation et de la transformation digitale. Je pense qu'à ce jour, Startup Factory a accompagné un peu plus de 500 startups. Mehdi Alaoui, bonjour. Bonjour Hannah et merci beaucoup pour l'invitation. Tout l'honneur est pour moi d'être parmi vous ce matin et je suis ravi de partager avec vous, je dirais, je dirais, passages dans mon expérience et aussi un retour d'expérience sur ce qui a été fait justement pendant ces dernières années avec la Startup Factory. Excellent. L'honneur est pour nous, Mehdi, vraiment. Donc, avant de nous parler un peu de cette belle aventure, je voudrais juste rappeler l'objectif de ce nouveau format masterclass qui a été proposé par le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. L'objectif est de connaître autant l'entrepreneur que l'entreprise, autant la destination, je dirais, que le chemin parcouru, le tout afin d'inspirer ceux qui nous suivent et de créer, nous l'espérons, des vocations nouvelles. Donc, première question, euh, toute simple, qui est Mehdi Alaoui? Ben, Mehdi Alaoui, c'est tout simplement un entrepreneur frustré. Un entrepreneur qui a démarré, en fait, enfin, ma première startup était mes souvenirs sont bons, en 2001. Depuis 2001, j'en ai créé pas mal, je crois 7 ou 8. Bien évidemment, avec des échecs et aussi de quelques belles réussites. C'est de ces échecs-là, en fait, que vient, je dirais, la frustration et la volonté, en fait, tout simplement de changer ça. Moi, quand j'ai démarré il y a maintenant quasiment 20 ans l'entrepreneuriat, ben, dans l'écosystème marocain, il manquait beaucoup de choses. Et c'est avec la Startup Factory que j'essaie en fait de résoudre quelques maillons faibles de la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat au Maroc, mais aussi en Afrique. Et donc, c'est vraiment en fait le vrai why. Pourquoi c'est, comment dire, on fait ça aujourd'hui. Donc, Mais d'abord, dites-nous où est né Mehdi, qu'est-ce qu'il a fait comme étude. Voilà, on va dire aux entrepreneurs déjà, enfin, vous êtes marocain, donc dites-leur un peu où êtes-vous né et qu'est-ce que vous avez fait comme étude. bien sûr, bien sûr. Euh, Effectivement, en fait, moi, j'ai fait mes études, je dirais, d'abord au Maroc. Donc, avant de choisir une filière dans le domaine justement de l'informatique, du digital. Euh, Mhm. je me rappelle pour la petite anecdote, euh, voilà, une fois que j'ai eu mon bac, je m'étais inscrit dans toutes les écoles possibles et toutes les disciplines possibles. Mais à la rentrée scolaire, je ne voulais pas y aller en fait. J'ai refusé d'aller dans toutes ces disciplines-là parce que je sentais que ce n'était pas mon truc. Et finalement, en fait, j'ai réussi à trouver une école qui me parlait un peu plus et Mhm. surtout dans laquelle il y avait la discipline que j'avais envie de faire. Donc, si mes souvenirs sont bons, j'avais démarré en fait après mon bac vers je crois, fin octobre, alors que tous mes amis étaient déjà en fait déjà démarré leur cours. Et ça montre quelque chose de très important, c'est que c'est super important en fait que chaque personne puisse choisir, comment dire, elle-même, je dirais, les sujets qui l'intéressent. Parce que quand on est motivé par ce qu'on fait, et on peut donner beaucoup plus que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Alors moi, j'ai découvert ce monde, je dirais, d'informatique, d'IT quelques années plus tôt. Euh, J'étais un grand passionné de tout ce qui était électronique, informatique. Et finalement, j'ai choisi l'informatique parce que, avec tout simplement un ordinateur
ordinateur, on peut imaginer des choses, les réaliser avec un coût qui est extrêmement accessible. C'est-à-dire entreprendre tout simplement avec très très peu de moyens. Contrairement à l'électronique ou d'autres je dirais, euh, sujets qui demandent des investissements matériels importants et qui Mhm. rendent l'expérience entrepreneuriale plus coûteuse et du coup plus compliquée. Donc voilà, donc petite anecdote, voilà, j'ai été têtu et j'ai eu raison d'être têtu pour choisir ce que j'ai envie de faire. Alors effectivement, par la suite, les choses se sont très très bien passées parce que honnêtement, je ne travaillais pas beaucoup et j'ai réussi en fait, alhamdoulilah, à être major de ma promo parce que j'étais tout simplement passionné et je m'amusais tous les jours. Alors, voilà comment mes études ont tout simplement démarré dans ce domaine-là. Alors, j'ai eu l'opportunité de rejoindre, je dirais, une école en France, à l'étranger, pour continuer mes études. Alors, voilà, c'est les premières difficultés dans la vie, c'est ça, c'est quand on se retrouve en dehors du cocon familial. Voilà, en fait, le monde change autour de nous et, euh, et c'est les premières problématiques qu'il faut commencer à résoudre. Alors, là, j'ai peut-être ma deuxième anecdote. Autant j'étais major de ma promo à Casa, autant je pense que j'étais le dernier quand je suis arrivé en France. Le changement, ok. Le changement social, l'environnement et puis le niveau, enfin, pour être honnête, il n'y avait pas le même niveau. Donc, et j'ai dû faire, prendre une décision très, très importante à l'époque, voilà, qui m'a permis de sortir de ma zone de confort. J'avais le choix, en fait, bon, de tout simplement de réussir mon année, mais de ne pas avoir de suite, ou tout simplement d'échouer dans mes examens pour pouvoir refaire l'année et avoir une meilleure suite. Et là, pour quelqu'un en fait, qui n'a pas l'habitude voilà, en fait, d'échouer, j'ai dû travailler sur moi, sur ma psychologie. Et je me rappelle, j'étais en face d'un de mes profs qui m'a dit, dans la vie, des fois, il faut savoir reculer d'un pas pour sauter de deux pas. Et bon, moi, ça ne rentrait pas dans la tête. C'est-à-dire, allez, je vais échouer, ce n'est pas possible. Et donc là, c'est vraiment, ce sont des moments très, très importants dans lesquels on se remet en question et on comprend en fait que la vie est un ensemble d'obstacles et que dans ces obstacles-là, il y a différentes façons en fait de les dépasser. Et donc, finalement, j'ai accepté ça. Et de là, ça m'a permis par la suite de faire, comment dire, de très, très bonnes écoles pour pouvoir continuer mon parcours. Et j'ai fait justement la Sorbonne et l'ESSEC pour pouvoir aller jusqu'au bout de mes études. Donc finalement, c'était pas plus mal de reculer d'un pas, effectivement. Non, en fait, la vie, elle est faite ainsi. C'est-à-dire que Mhm. soit, en fait, on a un mindset qui est flexible et qui accepte d'évoluer et d'être agile en permanence, soit on est comme un train et on Ouais. avance sur les rails qu'on a définis initialement. Et des fois, on va se prendre des murs, mais des murs qui vont être très, très difficiles. Donc, cette agilité-là, je dirais, mentale, pour moi, l'un des plus importants ingrédients de succès d'un entrepreneur. Parce qu'on va parler d'entrepreneuriat, pour moi, c'est le sujet le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pu développer avec le temps ce qu'on appelle un mindset élastique. C'est-à-dire, je n'ai aucun problème à me réveiller le matin, sachant que je dois partir, j'ai une réunion à Rabat, et me retrouver à Agadir, ça ne me dérange pas. Ouais. Absolument. Oui. Mais justement, en parlant de ça, dites-nous quand est-ce que le moment précis où vous avez décidé, après vos études, de devenir entrepreneur? Quel était le déclic pour vous? En fait, ce n'est jamais été une question de faire ou pas faire. Je savais toujours que j'allais devenir entrepreneur. Depuis que Ah, j'étais très, très jeune, pour moi, dans ma tête, je disais, j'attendais juste le bon moment. il n'était Et jamais question pour vous d'être un employé comme la majorité de la société. en fait, ce n'est pas une question d'être employé. Moi, je serais ravi d'être employé et je l'ai été uniquement 3 mois dans ma vie. Et je ne le regrette pas. C'était quand même un très, très bon passage.
Oui, Maintenant, je suis voilà, quelqu'un qui adore inventer des choses, qui est persuadé, à tort ou à travers, que je peux faire quelque chose pour mon pays, que je peux laisser. Donc, et c'est cette volonté-là aussi qui fait que j'ai toujours pensé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, un jour, une opportunité est arrivée. Euh, mhm, donc, j'étais toujours étudiant et on nous a invités à participer au premier concours d'application mobile sur les téléphones. d'accord. Donc, voilà, tout simplement, en fait, je me suis dit, OK, je vais prendre le challenge. Je me suis inscrit. J'ai posté une idée. Je n'avais pas le temps matériel de la finaliser et d'aller jusqu'au bout. Euh, et ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on aime bien l'idée, mais il faut vraiment envoyer le livrable. Et je me rappelle, c'est là où j'ai fait mon premier hackathon, 48 heures non-stop avec moi-même et mon ordinateur pour livrer ce premier, je dirais, première application. Et j'étais agréablement surpris de voir que cette application a été retenue et que j'ai finalement fini, je dirais, lauréat de ce concours. Alors, ce concours était le début et le déclic, je dirais, pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Très bien. Voilà, donc ça a été le moment où je me suis dit, bon, ça y est, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. Je savais que je voulais entreprendre. Maintenant, j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'entreprendre dans le domaine du mobile. Alors, à l'époque, là, je parle de 2001. 2001, il n'y avait Oui, pas de smartphone, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de Samsung, il n'y avait pas d'Android. On avait des petits téléphones encore noirs et blancs qui faisaient 2 centimètres carrés et sur lequel on pouvait à peine jouer au jeu du serpent. Je ne sais pas si oui, quelques personnes vont se rappeler de ça. le fameux Snake. Voilà, exactement. Donc, Et c'était pas facile, j'imagine. C'était votre premier hackathon. J'imagine que vous avez dû quand même vivre beaucoup de stress pour cette première expérience. en fait, le stress est permanent dans la vie de l'entrepreneur. C'est des hauts et des bas. Oui, Mais oui. c'était plus voilà, de la passion. Euh, de la passion, de réaliser et surtout d'être, comment dire, c'est des challenges pour faire en Mhm. sorte que ce qu'on a imaginé sur le papier, on le sort sur un petit téléphone. Alors, effectivement, moi, j'avais décidé juste après de orienter toute ma carrière autour de tout ce qui est application mobile parce que je voyais un potentiel énorme. Et bien évidemment, juste après ce concours, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de trouver un stage de fin d'études dans ce domaine-là. Très bien. À Mhm. l'époque, j'ai fait le tour d'un ensemble d'entreprises un petit peu partout en France et au Maroc et j'ai rien trouvé. Oh, Personne d'accord. ne voulait me prendre pour ce stage parce que ma condition, c'était de travailler sur une application sur le mobile. Et les gens ne comprenaient pas. Moi, ça ne marchera jamais, c'est pas intéressant, etc. Et finalement, je suis tombé sur un fou qui m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, choisis le stage que tu veux, je te donne une place dans mon bureau et tu le fais. Un fou et un ambitieux. C'est très bien. Exactement. Donc, c'était à Paris. Et finalement, c'était une très, très bonne expérience. Et c'est là, au fait, j'ai commencé à développer, donc, je dirais, un jeu, justement, en fait, sur mobile. Au bout de 3 mois, j'ai compris que c'était trop compliqué et que ce n'était pas possible. Et ensemble, on a discuté, on a réorienté mon stage pour développer une plateforme de rencontres entre, je dirais, entre différentes personnes. Et c'est une très, très bonne expérience parce que ce projet a gagné un deuxième prix. Et de ce prix-là, euh, moi, j'ai décidé, enfin, mon stage était fini et j'ai décidé, au fait, de continuer cette aventure. Or, mon patron à l'époque m'appelle, il me dit, Mehdi, je ne comprends pas, tu as démarré ce projet chez nous, maintenant tu le continues, est-ce que ce projet t'appartient ou nous appartient, nous, autant que société? Ah Je lui ai oui, dit, bah, c'est une très, très bonne question. évidemment. J'ai dit, écoute, à partir du moment où je l'ai continué au-delà du stage, bah, je pense que ça doit m'appartenir un petit chouïa. Mais si vous voulez, on peut monter ensemble quelque chose. Et c'est là où j'ai monté ma première structure. Je me suis associé avec mon patron, 50-50, et on a développé ce projet ensemble, qui est devenu, je dirais, ma première expérience entrepreneuriale, ma première start-up, dans Ouais. laquelle c'était une expérience incroyable. Pourquoi? Parce que moi, je viens du domaine de, je dirais, de l'ingénierie, mais autant qu'entrepreneur,
J'ai dû être à la fois un avocat, un designer, un juriste, un développeur, un Ouais. marketeur. Et c'est là où j'ai vraiment goûté au monde de l'entrepreneuriat. Parce que finalement, je devais quasiment tout faire et tout Mhm. apprendre sur le tas et dépasser un certain nombre de challenges. Oui. Donc voilà ma première expérience entrepreneuriale. Euh, Très intéressante, très intéressante. Et justement, en parlant de cette première expérience et avec un peu de recul, est-ce que vous pensez qu'on est entrepreneur ou on le devient? Et justement, quelles sont selon vous les qualités, ou du moins les principales qualités d'un bon entrepreneur? Alors, c'est une très très bonne question en fait. Et j'ai envie en fait de l'avoir d'un autre prisme. Mhm. Entreprendre, c'est quelque chose d'extrêmement, je dirais, formateur. On n'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école, quelle que soit cette école. Absolument. Donc ça, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'école de la vie. C'est quand on est sur le terrain, quand on commence à courir cette course, on comprend qu'il y a des obstacles. On comprend que quand on se réveille le matin, la première question qu'on doit se poser en tant qu'entrepreneur, c'est quoi les nouveaux challenges? C'est quoi les nouvelles barrières que je vais devoir sauter pour arriver, comment dire, à la ligne d'arrivée? Sauf que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment viser l'excellence. Et pour atteindre l'excellence, il faut prendre en considération qu'il n'y a pas comment dire, de fin. La course à l'excellence, elle a un début, mais elle n'a jamais de fin. Ça veut dire que voilà, il faut s'améliorer tous les jours, tous les jours, tous les jours, et innover, apporter des choses, Donc, c'est parce un que challenge continu, une amélioration continue. Il ne faut pas s'attendre exactement, à s'arrêter un jour non, ou non, atteindre un certain niveau et se dire c'est bon. pas du tout, pas du tout. Il n'y a Mhm. pas de fin. D'ailleurs, la définition d'un success story, c'est quoi? C'est avoir un rêve, se Mhm. battre pour le réaliser, et comment dire, une fois qu'il est réalisé, le renouveler et se battre davantage. Et la success story n'est pas du tout le nombre de, je dirais, de zéros qui sont sur, je dirais, le compte bancaire ou comment dire, la, la notoriété d'un entrepreneur. La success story, c'est ça, c'est rêver, réaliser et se battre tous les jours. Ok. J'adore prendre un exemple par rapport à ce cas de figure. C'est un petit peu le dessin animé Bip Coyote. Je ne sais pas Je si ne vous le suis- connaissez. Moi, je ne le connais pas personnellement, Alors, Bip mais Coyote, je suis certaine que plusieurs entrepreneurs le c'est le reconnaîtront. fameux coyote qui court, qui court et qui veut attraper le bip bip. C'est l'espèce Ah oui. voilà. Enfin, c'est un dessin animé très très connu dans lequel Mhm. ce coyote il a toutes les misères du monde. Une fois, il est écrasé par un train. Une autre fois, c'est une bombe qui lui explose dans Que la des figure. obstacles. Voilà, que des misères. Alors, je ne vais pas faire peur aux entrepreneurs, mais un entrepreneur, c'est ça. C'est l'entrepreneur qui est capable d'essayer de décrocher, je dirais, Mars, qui va avoir beaucoup de problématiques, mais à chaque fois qu'il va tomber, il va se relever plus fort. Et c'est ce qu'on appelle, on arrive aux deux qualités. La persévérance, c'est, comment dire, c'est continuer à se battre en permanence. Et surtout, la résilience. Ça veut dire que quand je me casse la gueule, ben, je me relève encore plus fort, je me bats et je continue mon chemin. Voilà. Alors, pour revenir à ce dessin animé, ce que c'est très, très, très peu de personnes, c'est que dans le dernier épisode, Mhm. ben justement, en fait, ce coyote, il attrape le bip-bip, in Mhm. fine, et il se pose une question. Et mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui. Voilà, et il recommence. Et c'est ça l'entrepreneur. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Excellent, excellent. Et du coup, dans votre parcours, parlez-nous un peu de votre plus beau moment en tant qu'entrepreneur. En fait, pour moi, euh, tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a des bons moments tous les jours, tous les mois et tout le temps. Et comme des moments qui sont extrêmement difficiles.
Et comme je disais tout à l'heure, c'est une succession de rêves qu'on réalise. Et ça peut démarrer de très, très petites choses. Voilà, quand on se bat pendant des mois et des mois pour avoir un contrat et quand un client finalement vous appelle et vous dit bingo, c'est bon, on est d'accord pour le deal, ben, c'est une joie incroyable. Comme quand on développe un produit, une application et que cette application, voilà, elle sort sur le marché, ben, c'est une joie incroyable. Pareil, et ça, ce sont des joies qui ne sont pas juste avec l'entrepreneur lui-même. C'est lui, son équipe, ses associés, ses partenaires. Tout Donc, à fait. il y a énormément en fait de moments de bonheur et surtout la vie d'entrepreneur, elle est rythmée avec de l'adrénaline. C'est-à-dire le matin, il peut être dans une situation très très compliquée. Il n'a pas d'argent pour payer, c'est la fin du mois, il doit payer ses collaborateurs. L'après-midi, il reçoit le virement de chez le client. Ça fait 3 mois qu'il le relance et il est très très heureux parce qu'il va tenir ses engagements. Oui, Le lendemain, il a la chance de faire la couverture d'un magazine et donc ça lui crée de la notoriété et ça lui fait plaisir. Des fois, il va pouvoir impacter la vie des citoyens et améliorer leur vie. Il est très heureux. Donc, en fait, c'est un ensemble je dirais, de moments rythmés avec des hauts et des bas. Euh, mhm. et surtout, je dirais, la partie constante, c'est l'adrénaline. C'est-à-dire, voilà, en fait, c'est comme les battements du cœur, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et Et après, en fait, justement, on oui, pardon. s'habitue à ça, en fait. C'est, je dirais, l'entrepreneur, pour lui, ça devient une vie normale. Si on pose la question à quelqu'un d'un peu plus carré, plus structuré, il va dire, mais vous êtes fou, moi, j'ai pas envie de vivre ça. Non, merci, je vais être tranquille chez moi, mes horaires, mes objectifs, et je suis bien. Mais l'entrepreneur, il le vit très, très différemment. Il a adapté son mindset et sa tête pour, je dirais, assumer ce stress permanent qui, in fine, Mhm. ne devient plus un stress. Moi, typiquement, voilà, depuis 20 ans, voilà, j'ai eu la chance d'avoir uniquement pendant 3 mois quelqu'un qui m'a payé mon salaire à la fin du mois. Oui, Et le reste du temps, ben, que j'ai un salaire ou pas, ça ne change pas ma vie. Mais je me bats, bien évidemment, par avoir un minimum de moyens. Il y a des moments où, voilà, je n'avais pas, comment dire, même pas un euro dans ma poche oui, et j'ai dû dormir dans des caves et ne pas manger. Mais ce n'est pas grave. Quand on se réveille le matin, notre objectif, c'est de continuer. Et de moments, j'ai eu la chance d'être dans les meilleurs hôtels du monde, etc. Mais pareil, ça ne change rien dans mon parcours. Ce qui est important, c'est quand on se réveille le matin, voilà, on se lave, on se met au boulot, quelles que soient les conditions. effectivement. Vous l'avez bien dit, un entrepreneur, c'est aussi des échecs, des doutes. Euh, on voudrait savoir, et je pense que ça, c'est aussi important pour les entrepreneurs, y a-t-il eu un moment particulièrement difficile, mais pour vous, que vous avez une difficulté que vous avez surmontée et que vous avez envie de nous en parler, vous avez envie de partager avec les gens qui nous écoutent? En fait, je vais partager l'une de mes premières, je dirais, difficultés que j'ai eues, mais par contre que je ne conseille personne de faire. Alors moi, voilà, Ensemble. j'ai décidé en fait de faire deux choses en même temps. D'accord. De lancer une start-up, je dirais, en 2001 et en même temps de lancer donc ces start-up d'un côté et de l'autre côté, je me suis marié aussi. Donc ça En a même été temps. vraiment un cocktail Molotov. Euh, oui, Donc, ok. deux changements complets dans ma vie qui sont extrêmement difficiles comment dire, à faire en même temps. Donc, alors moi, j'en ressors, alhamdoulilah, très, très, très enrichi en termes je dirais, en termes de mental. Mais c'est quand même une période qui a été extrêmement difficile pour allier le perso et le privé. Pardon, voilà, le côté professionnel et privé a été un moment très, 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 très compliqué pour moi et ça m'a permis de travailler sur mon mental et de le rendre encore plus fort et encore plus flexible.
Donc ça, c'est un point qui a Mais été… comment vous l'avez surmonté? Parce qu'on ne va pas aller tout de même conseiller aux entrepreneurs de ne pas se marier en même temps, de lancer, Non, de il faut faire lancer les choses à deux différentes étapes. à deux différences, c'est-à-dire peut-être se marier d'abord, puis lancer, ou alors lancer d'abord, puis, Ouais. puis Mais pas le faire un changement mais quand pas même qui est assez le faire grand. le même mois, quoi. Juste pas dans le même. Mais comment vous avez réussi du coup à trouver l'équilibre? Ben, en fait, on n'a pas le choix. En fait, c'est comme quand on se retrouve dans une cage avec un lion. C'est Voilà, fort, évidemment. c'est c'est, euh, c'est l'instinct de survie, en fait. Je ne dis pas que je me suis marié avec un lion ou que j'ai une start-up avec des lions. C'est pas du tout ça. On passe le bonjour par la même occasion à votre femme. J'en suis sûre, a été une très très grande inspiration. Mais bien sûr, en fait, c'est grâce à elle que j'ai réussi à réussir en fait, ces deux startups en réalité. Alhamdulillah, alhamdulillah. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, l'entrepreneur a cet instinct de survie. Donc, Oui. on n'a pas le choix. C'est-à-dire que on est dans cette situation et comment dire, soit je réussis, Mhm. soit je disparais. Donc, j'ai pas d'autre choix que de réussir. Que de réussir Et finalement, oui, c'est là, en effectivement. fait, où, justement, ça devient super intéressant. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plusieurs situations. Mhm. Et là, en fait, où l'entrepreneur, quand il sort de sa zone de confort, son cerveau commence à réfléchir très différemment et essaie de trouver des solutions innovantes à des Mhm. problématiques. Voilà. Quand on a le temps, quand on a les moyens, on va trouver des solutions classiques. Quand on n'a pas ce luxe-là, on invente de nouvelles méthodes, on prend plus de risques et c'est là où on réussit, justement. Justement, excellent. Mehdi, alors, je sais que vous avez habité à San Francisco, qui est tout de même la capitale de la tech et de l'innovation. Vous avez travaillé là-bas aussi et vous avez remporté des prix avec vos startups. Avec tout ça, vous avez tout de même décidé de retourner au Maroc. Dites-nous pourquoi vous l'avez fait. Ben, c'est très simple, en fait. La réalité, c'est que, en fait, moi, je voulais toujours partir à San Francisco parce que c'est la mecque je dirais, de Bien sûr. l'entrepreneuriat et des Mm. startups. Quand je suis arrivé sur place, alors déjà, petite anecdote, j'étais extrêmement déçu. Déçu? Déçu pourquoi? Ouais, déçu parce que j'imaginais un monde de technologie, un monde où les startups, Tyrion, SMA, etc. La Oui. réalité, c'est que quand je suis arrivé, j'ai rencontré les premiers entrepreneurs, j'ai vu les premiers pitchs. J'ai dit, en fait, chez moi, dans mon pays, il y a autant de jeunes, autant de talents qui ont les mêmes idées. Sauf que la petite différence, ils n'ont pas le même niveau d'accompagnement. Oui, ouais, justement. Donc, quand j'ai vu les premiers pitchs, j'ai tombé d'en haut. J'ai dit, bah, c'est pas ce que j'imaginais. Alors, Mm. moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'ai tenté ma chance. Voilà, effectivement, j'ai eu l'opportunité donc d'être cinquième startup la plus innovante à San Francisco, à la Silicon Valley, en 2015, Bravo. Bravo. au bout d'une première tentative. Merci. J'ai vécu là-bas pendant à peu près une année et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vu un environnement en fait qui m'a tellement stimulé. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de voir ça dans mon pays. Chez nous au Maroc, on a les talents, on a l'envie d'entreprendre, pardon, et on a cette matière, comment dire, élémentaire qui permet de réussir dans l'entrepreneuriat. Mm. Et je vous avoue que j'ai reçu euh, voilà, deux offres incroyables. La première de la part de Apple et le lendemain de la part de Google, avec des salaires extrêmement intéressants. Wow. Voilà, en fait, c'était quasiment 30 000 dollars par mois. Et en plus de ça, travailler avec des stars de Apple et de Google. Bah oui, justement. Et j'avoue que ça m'a pris honnêtement 30 minutes pour leur répondre, en leur disant merci, c'est vraiment le job de mes rêves, mais je dois Mais non. rentrer chez moi, j'ai une mission à accomplir qui est beaucoup plus grande que ma personne. Et voilà, et c'est pour ça que je vais rentrer. C'est pour essayer d'implémenter, je dirais, des petits maillons de la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat au Maroc qui manquaient. Et Qui manque. j'estimais que j'étais redevable à mon pays par rapport à ça, parce que dans mon pays, j'ai été
voilà, voilà, j'ai été éduqué, j'ai appris des choses. Mon pays Mm. m'a beaucoup donné. Beaucoup de gens dans mon pays m'ont ouvert des portes. Et Mhm. pour moi, c'était mon tour de faire du give back. D'ailleurs, ce give back, je l'ai appris à San Francisco. Je ne comprenais pas ce que c'était. Mais quand je suis arrivé sur place, quand j'ai vécu là-bas, j'ai compris qu'eux, ils travaillaient avec cette notion de give Oui. back, redonner ce qu'on a reçu. Et donc, c'est ça ma vraie motivation, c'est régler des problèmes de la chaîne de valeur tout en faisant du give back. On est fiers de vous. On est vraiment fiers de vous. Donc voilà pourquoi vous êtes revenus. Vous êtes revenus pour laisser votre empreinte, pour essayer d'améliorer un peu les conditions et de contribuer autant que vous pouvez à cultiver cet esprit entrepreneurial au Maroc. Merci. Merci encore une fois. Alors, Neddy, parlez-nous un peu de la Startup Factory. Et surtout, dites-nous, parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus nos entrepreneurs, comment ils peuvent bénéficier de votre expertise. Écoutez, avec plaisir. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, je savais que je voulais rentrer chez moi, mais je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire exactement en fait pour faire ce give back. Alors, justement, j'avais organisé un premier hackathon, je me rappelle que c'était en décembre 2015, dans lequel Mhm. il y avait une centaine de jeunes qui sont venus développer des applications mobiles. Et pendant ce hackathon-là, c'était pour moi un point d'inflexion dans ma vision. Donc, ça m'a rappelé moi-même, 15 ans plus tôt. J'ai vu dans l'œil ou dans les yeux de ces jeunes entrepreneurs la volonté de changer le monde, de changer le Maroc. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. C'est super important de, voilà, au-delà en fait de mes startups, de mon business, etc., de faire quelque chose. Et j'ai commencé par lancer d'abord dans un premier temps une association qui s'appelle Hack and Pitch. Cette association existe maintenant depuis 6 ans. Elle a fait 200 événements dans 140 hackathons sur les 12 régions du Maroc, min Dakhla al-Hossima, en passant par Tiznit, Goulmim, Tétouan, bien sûr Casaraba, Marrakech, toutes les régions du Maroc, plus de 40 écoles sur les 12 universités du pays. Alhamdoulilah, on est très très fiers de ça. On a pu inspirer plus de 40 000 jeunes. Et je me rappelle très très bien, la première fois on est parti dans une université, on était une équipe de 4 personnes et en face de nous, il y avait un étudiant. Et donc toute mon équipe m'a dit, bah Mehdi, on va annuler. J'ai dit non, on ne va pas annuler, on va le faire. Et on l'a fait. Et aujourd'hui, on est très très fiers parce que quand on part dans les salles d'université, bah, ils sont pleins à craquer. Oui. Et il y a de plus en plus de jeunes qui souhaitent entrepreneurs, qui ont été infectés par, je dirais, le virus de la start-up et qui ont envie justement d'entreprendre et qui ont envie de changer leur pays. Et pour moi, ça, c'est une fierté. Aujourd'hui, 70% de ces personnes-là qui sont dans les salles, quand je pose cette question-là, est-ce que vous avez envie un jour de lancer une start-up, ben, ils lèvent la main. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a un potentiel entrepreneurial énorme. Ouais. À côté de ça, en fait, et aussi en fait, dans ce parcours qui avait une volonté de give back, mais en même temps, il fallait des opportunités. Et donc, je me rappelle, il y a une personne d'une entreprise qui est venue me voir et m'a dit, Mehdi, je voudrais qu'on reprenne ces hackathons au niveau de l'entreprise. Et je lui ai répondu de manière très sèche, non, jamais de la vie. D'accord. Et si vous voulez prendre une photo de ces jeunes, leur donner un petit chèque et les mettre dans votre conseil d'administration, moi, je ne joue pas à ça. Ce n'est pas ce Ouais. que je veux. Par contre, si vous voulez qu'on travaille quelque chose de plus fonctionnel, de plus pragmatique et qui crée de la valeur ajoutée pour ces entrepreneurs, ben, il n'y a pas de problème. Et du coup, on a conçu un programme qui permettait d'identifier des problèmes chez l'entreprise Mhm. et de proposer des vrais challenges pour ces entrepreneurs. Et quand ils pouvaient proposer des vraies solutions, ben, ils pouvaient avoir, comment on appelle, un bon de commande, un contrat. Et c'est Ouais. de là où naît la Start Factory, parce qu'on ne pouvait pas travailler avec une association avec ces entreprises. Donc, on a créé une entreprise qui a but d'impact social et qui a lancé ce qu'on appelle les programmes d'Open Innovation. C'est-à-dire une entreprise qui a des moyens, qui a envie d'innover, qui ne sait pas le faire en interne. On identifie les problèmes, on fait appel aux jeunes entrepreneurs, start-up, étudiants, voire même start-up très, très avancés.
On travaille main dans la main avec les équipes de l'entreprise et on déploie des solutions, dans des solutions innovantes. Et donc, c'est la première brique par laquelle on a commencé, c'est apporter des clients aux start-upers. Très, très bien. Très, très bien. On a une question, Mehdi, si vous permettez, Bien des sûr. personnes qui nous suivent. Est-ce que vous avez été inspiré par quelqu'un en particulier? Ben, énormément de personnes, en fait, dans mon parcours, en fait, j'étais d'abord, en fait, inspiré par mon père qui est entrepreneur. Oui. Donc, je pense que c'est la première inspiration que j'ai eue pour dire que j'ai envie de devenir entrepreneur. Donc, Mhm. voilà. J'ai aussi été énormément inspiré par ma femme en termes de persévérance. Je Oui. n'ai jamais vu une personne dans ma vie aussi persévérante que ma femme. Non, mais c'est quelque chose que j'ai appris, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui lâche rien. Et moi, j'étais quelqu'un, si ça ne marchait pas, je passais à autre chose. Et dans l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important. Oui. Et je pense aussi que j'ai développé cette notion en fait de résilience. Quand je tombe, je me relève encore plus fort parce que voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement têtu. Alors, au niveau international, j'ai été bien évidemment inspiré par des gens comme Bill Gates que j'ai la chance de rencontrer, par Jack Ma, par Elon. Ce sont des gens en fait qui sont en train de créer le futur de notre civilisation et c'est Mhm. hyper important voilà, de rêver comme eux. Alors, à petite taille, voilà, on a fait quelques petites choses extraordinaires, comme des fois, en fait, mobiliser tout un avion pour faire un hackathon. Quand on est rentré chez la RAM, au début, ils nous ont dit non, non, ben, c'est juste impossible. On a, on a pu le faire. On a réussi aussi à le faire aussi dans un train, etc. Donc, on a fait plein de petites choses qui étaient impossibles à imaginer au départ et qui avaient pu être faites grâce juste à proposer des idées folles et trouver des gens aussi Oui. que nous pour pouvoir justement les accomplir. J'étais aussi inspiré par énormément d'entrepreneurs, Mhm. euh, Des notamment en Marocains? fait, oui, des Marocains, notamment en fait la success story de HPS qui m'a toujours impressionné Oui. et aussi des start que j'ai rencontrés dans mon parcours, un certain Hamza, un parcours de malade qui justement en fait passait sur sur des missions qui va investir dans mon projet. Oui. Il voulait tellement réussir qu'il a dû voilà, vendre le Hawaiish Fulbal pour avoir un peu d'argent pour payer Oui. des études et pour reprendre. C'est juste incroyable. Une certaine Khawla qui est venue de Khruibga, passionnée de l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui travaille avec tous les grands groupes et qui leur crée des chatbots et encore des choses magnifiques. Un certain Suleiman, voilà, qui a aussi tout laissé tomber à l'étranger, qui est rentré au Maroc, qui a une expertise incroyable, qui peut mettre à disposition des plus grandes entreprises dans le monde, mais il a décidé de rentrer au pays et de se battre malgré toutes les difficultés. Donc voilà, je suis inspiré par tellement d'énergie positive et c'est ça qui me donne l'envie de continuer à faire ce que je fais tous les jours, quoi. Excellent, excellent. On prend, si vous le permettez, Mehdi, encore, on prend une Bien autre sûr. question de Mrim qui voudrait savoir, alors, quels sont les exercices à appliquer pour garder la persévérance et l'autonomie dans la vie d'un entrepreneur? Pardon, si vous pouvez juste, mais j'ai pas bien entendu la question. Oui, je Oui, pense que j'ai parfois des coupeurs de connexion. Je disais que Mrim se demandait, là vous m'entendez mieux? oui, super. Je disais, Mrim nous demandait quels sont les exercices à appliquer, donc pratiquement comment on peut garder cette persévérance et l'autonomie dans une vie d'entrepreneur. Il faut de faire du yoga. Du yoga, c'est très bien, oui, effectivement, ça aide Ah, beaucoup. en fait, Effectivement. il faut rester très, très, très zen. Comme j'ai dit, voilà, le parcours est semé d'embûches. Quand chaque Mhm, problème se pose, il ne faut pas paniquer. Il faut mhm. l'étudier, sortir de sa zone de confort, essayer de trouver des solutions innovantes, ne pas perdre patience, s'entourer de personnes positives, C'est éviter important, les ça. gens négatifs, c'est très important. Parce qu'on va toujours t'expliquer que c'est pas possible, tu es en train de sauter
15e étage sans parachute, etc. Mais tout ça, c'est pas grave. Quand on veut arriver à quelque chose, ben, on va se donner les moyens. Des fois, on peut échouer, on peut avoir des petits échecs dans la journée, dans le mois, dans l'année, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de l'apprentissage. On peut cracher une start-up, ce n'est pas la fin du monde. Ça vaut beaucoup plus cher que le meilleur MBA du monde. Donc, et il faut voir les choses de manière relative et dans le temps. Pas sur un mois, ou un an ou 2 ans, il faut le voir sur 10 ans, 20 ans. L'objectif, c'est de réussir, d'avoir des success stories. Si ce n'est pas la première fois, ben, ce n'est pas grave, ce sera la deuxième ou la troisième fois. Oui, excellent. Ben voilà, Mehdi, merci beaucoup. Merci infiniment au nom de tous les entrepreneurs du CRI Marrakech Safi. On voudrait vous remercier pour votre générosité. Merci d'avoir partagé ce parcours qui, j'en suis certaine, va inspirer plusieurs personnes et plusieurs entrepreneurs. Si vous deviez vous adresser à ces gens-là qui nous suivent aujourd'hui et leur dire un dernier mot, qu'est-ce que vous direz? Croyez en vous, croyez en vos rêves. Les réaliser, ce n'est pas facile, mais c'est une sacrée manche super intéressante dans laquelle vous allez ouvrir votre mindset au champ des possibilités. Vous allez être enrichi, intellectuellement. Vous allez rencontrer plein de monde très, très intéressants. Et j'espère aussi pour vous enrichir financièrement, parce qu'entreprendre, c'est business et c'est aussi gagner de l'argent. Il ne faut pas enlever cet objectif des yeux parce que c'est très, très important. Et je dirais, franchement, ça vaut le coup de le faire au moins une fois dans la vie. Et surtout, rentrer dans des réseaux, rencontrer d'autres entrepreneurs. Ne le faites pas dans votre petit coin. Moi, c'est l'une des premières erreurs entrepreneuriales que j'ai faites, que j'ai regrettées, mais qui m'a permis de comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, rentrer dans des incubateurs, des accélérateurs, dans des réseaux, ça va vous apporter de l'expérience, des autres avis, ils vont vous challenger et vous avez tout à y gagner. Pour ceux qui sont intéressés par la Startup Factory, on a mis en place un site internet sur lequel il y a toutes les informations, tous les programmes. Voilà. Et pour finir, j'en profite pour vous dire bientôt, la deuxième saison qui va investir dans mon projet, qui va passer sur 2M, sera annoncée sur les antennes. Les premières capsules quotidiennes ont démarré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est un spectacle incroyable et des jeunes entrepreneurs que vous allez rencontrer incroyables, dont certains nous viennent directement de Marrakech et du CRI. Excellent, excellent. Mehdi Alaoui, merci. Ce fut un plaisir. À très bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Salut. Bye bye.